Voilà, alors pour commencer cette série, je vous emmène ici dans un coin secret de baroudeur, un micro-talweg qui se trouve dans un vallon à flanc de colline avec de la forêt et des champs. Et donc ce micro-talweg voilà, est un peu coincé entre les champs, il n'y a pas de chemin de promenade et donc c'est un peu une zone qui est laissée en libre évolution, on pourrait dire une forme de presque de réserve naturelle, officieuse, avec voilà, des arbres qui meurent sur pied, etc. Et du coup, voilà, un endroit qui est vraiment charmant et intéressant d'un point de vue naturel, et puis avec de très beaux spécimens, voilà, des arbres dont on voit les racines sur les flancs abrupts de ce micro-canyon dans lequel voilà, parfois je m'amuse à venir jouer à Indiana Jones. Et dans ce micro-canyon, très souvent, voilà, on trouve un écoulement avec des petites retenues d'eau. Et parfois, ça peut arriver, voilà, les années pluvieuses, en hiver, que tout ça se transforme en petits ruisseaux. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser dans cet exemple. Et la question n'est pas, comme dans les prochains exemples, est-ce qu'on filtre ou pas, mais je suis revenu ici parce qu'en fait, il s'agit d'un cimetière pour les animaux. Et donc, c'est pour vous montrer en fait un exemple concret, réel, d'endroits où en fait des animaux viennent mourir et puis chercher de la tranquillité avec un accès à l'eau. Parce que lorsqu'un animal est blessé par un chasseur mais survit, ou bien lorsqu'un animal arrive en fin de vie ou se blesse dans la forêt, ils sont comme les humains, ils ont des besoins et puis inévitablement à un moment donné ils arrivent au point d'eau et puis quand ils sont trop faibles ils n'en repartent pas. Et donc en fonction de la configuration des lieux ou de leur état, soit ils vont rester vraiment à proximité immédiate du point d'eau, ou bien ensuite ils vont rester à proximité mais ils vont s'éloigner 20, 30, 40, 50 mètres et puis se mettre dans des fourrés, dans des taillis, à l'abri des regards, de façon à se sentir en sécurité, bien cachés, et ils vont mourir là. Et donc c'est un cas typique, alors ici c'est très en pente, très encaissé, comme vous voyez, et donc les animaux voilà, ne retournent pas se cacher dans les taillis, et puis ont tendance à mourir ici, dans le fond. Et donc là je suis revenu là, à l'époque il y avait un crâne qui se trouvait un peu plus en haut et puis qui soit a changé de place ou soit n'est plus là, mais il y a encore pas mal d'ossements que je vais vous montrer. Et donc c'est vraiment un cas classique à connaître. Les animaux voilà, ont besoin d'eau et puis en particulier quand voilà, ils sont en train d'agoniser, etc. Ils vont en général aller mourir aux abords d'un petit ruisseau, d'une retenue d'eau ou d'un endroit où ils vont pouvoir s'abreuver. Et puis lorsque c'est du terrain plat, voilà, c'est un cas classique, on va très souvent trouver des ossements à 30, 40, 50 mètres en fait, d'une source ou d'un écoulement, d'une veine d'eau qui affleure dans les collines, au fin fond de la forêt, dans des endroits qui sont assez inaccessibles ou très très peu fréquentés et où ils vont être en toute tranquillité. Et donc là, alors un peu plus haut, je ne l'ai pas filmé, il y a une souille de sanglier avec déjà une première retenue d'eau, un peu dans les méandres de ce petit micro-canyon. Et on a de nouveau une retenue d'eau. Alors voilà, lorsque c'est très pluvieux, etc., on a quand même un filet d'eau là qui s'écoule tout le long, mais c'est pas une source, donc ça se forme vraiment du fait du relief creusé. L'eau apparaît de cette façon-là. Et puis en redescendant, on arrive ensuite doucement sur tout un tas de choses. Et donc la première observation, qu'est-ce qu'on trouve? Des ossements. Et donc on a ici, alors ils sont suffisamment vieux, on ne touche pas des ossements récents, là c'est des ossements qui ont été largement blanchis et bouffés par les fourmis, le temps, etc. Donc il n'y a plus de bactéries, évidemment on ne va pas les mettre dans la bouche comme un bout de bois, mais voilà, c'est devenu assez safe de les manipuler à la main quand ils sont dans cet état-là. Mais voilà, on va trouver des côtes, des vertèbres, là encore un bout de vertèbre et voilà, une grosse côte. Je ne suis pas spécialisé en anatomie animale, donc je peux faire des erreurs, mais voilà, on a déjà un certain nombre d'ossements intéressants. Et puis on va en trouver plein d'autres, hein, un peu qui jonchent le sol partout. Un petit morceau ici, un petit morceau là, et voilà, encore c'est le petit pousset, hein. On en trouve là, donc ici on a une côte. Et puis ici, on a un truc un peu plus gros, une genre de scapula.
qui se reconnaît toujours, voilà, cette forme qui s'élargit et puis ce trou dans l'os. On a ici un petit bout de mâchoire. Alors vous allez voir qu'il y a des squelettes de plusieurs animaux. Et plus loin on a encore, voilà, l'autre scapula, clavicule ou omoplate ou je sais pas quoi. Et c'est comme ça partout. Ici on a un crâne de sanglier. Voilà, le crâne de sanglier. Très plat, très fin comme ça, très reconnaissable. Et on a juste à côté, un mètre plus loin, la mâchoire inférieure. Alors pour les curieux, voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas les problèmes de focus. Qu'on voit bien les dents. Ça n'a pas l'air de faire le focus correctement. Voilà. Des belles dents. Donc voilà, tout ça pour illustrer. Alors ça c'est juste une partie, on n'a même pas fait le tour entièrement. On va passer un peu les petits bouts qui traînent. Et puis juste sur la suite ici de ce que j'avais repéré, on a encore voilà, un petit bout d'os ici. Un petit bout d'os là, à chaque fois des vertèbres. Un truc classique. Des vertèbres, voilà, ça ressemble, c'est le truc classique, ça ressemble un peu à des avions de chasse. Et puis ici, alors, un crâne qui a été défoncé. Donc là on voit encore une partie a priori de l'arcade ici. Et puis l'autre côté pareil. Ici un bout de l'arcade et puis tout l'avant qui a été défoncé, pété, peut-être bouffé par des animaux, etc. Et puis la colonne vertébrale qui partait de là. Et donc voilà cet exemple, tout ça pour dire que le risque de contamination de l'eau par décomposition des cadavres d'animaux est quand même à prendre en compte, même si il est vrai que avant qu'il devienne absolument indispensable de filtrer son eau du fait de l'explosion, de la présence des microplastiques, etc., autrefois, il y a 30-40 ans, en faisant usage de notre raison, on arrivait quand même à éviter de tomber malade en règle générale. Le risque était quand même suffisamment faible pour qu'on puisse se permettre de consommer l'eau dans les ruisseaux en y réfléchissant un petit peu et puis sans prendre de grands risques. Et donc les situations d'intoxication n'étaient pas inexistantes mais suffisamment faibles. Il n'y en avait pas suffisamment en fait pour que vraiment ça soit un gros souci, mais c'est très relatif en fait au pays, etc. Évidemment, plus le pays va être urbanisé, plus les campagnes vont être urbanisées, plus la chasse va être importante, etc. Plus la probabilité en fait que des animaux ne viennent mourir dans des endroits un peu isolés comme ça va être faible. Et à l'inverse, plus un pays va avoir préservé ou disposé encore d'espaces assez sauvages, non exploités, non urbanisés, etc., pas d'espaces non chassés, plus en fait la probabilité que des animaux viennent mourir de façon naturelle entre guillemets dans ce genre d'endroit va être importante et puis entraîner des risques de contamination de l'eau puisque le cas classique c'est quand les animaux agonisent ou s'affaiblissent, etc., ils viennent s'abreuver à un moment donné et puis ensuite ils ne s'éloignent plus du cours d'eau. Et donc c'est un risque bien réel à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger. En particulier si on va voyager un peu dans des contrées un peu plus sauvages. Après en France c'est vrai que le risque est somme toute très faible mais pas inexistant. Un petit exemple pour illustrer encore une fois les risques de pollution liés à la décomposition de cadavres d'animaux. Alors là en l'occurrence on est devant une mare dans laquelle on ne se ravitaille pas évidemment, mais bon ça aurait pu, ou bien il y aurait pu avoir un cours d'eau à proximité, et on trouve juste aux abords de cette mare le cadavre d'une buse qui s'est faite choper sans doute par un renard, et avec quelques plumes un peu plus loin. Donc tout ça, ça entraîne des bactéries. Ça aurait pu se produire un peu plus proche de l'eau, ou ça aurait pu se produire aussi dans un écoulement.
Là on est vraiment pas loin. Ici en hiver, cette partie-là voilà, peut être remplie d'eau et donc le cadavre peut se trouver juste à proximité. Éventuellement les ailes poussées par le vent peuvent pousser l'oiseau dans la mare et puis créer voilà, une contamination. Donc la contamination de l'eau par décomposition des cadavres, etc. dans la nature, alors même si les occasions de constater, de trouver des animaux morts voilà, sont assez rares, mine de rien, somme toute, ça se produit et c'est pas quelque chose à négliger. Quand on explore pas mal les fourrés, qu'on passe pas mal de temps dans la nature, à explorer les recoins, etc., on en trouve, et puis ça se propage. Si c'était limité, si le rayon de propagation était assez restreint, là en l'occurrence il l'est, mais potentiellement ça peut se produire parfois dans les fossés d'une route, c'est le cas classique. Un gibier tamponné par une voiture, un animal tamponné par une voiture, et puis qui finit dans le fossé, et puis rend son dernier souffle dans le fossé, qui est rempli d'eau, et puis qui vient se déverser un peu plus loin dans une rivière, et puis si on passe par là, qu'on s'approvisionne, voilà, on peut s'approvisionner dans de l'eau qui est infectée par un cadavre qui peut se trouver à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres, mais du coup de l'eau qui va être sérieusement infectée. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et puis raison pour laquelle aussi voilà, il faut toujours essayer d'analyser un petit peu les situations. Bien, super exemple pour cette vidéo sur les points d'eau. Là, on a presque tout en 10 mètres. En tout cas, voilà, il y a un cas particulier, mais qui permet d'illustrer plein de choses à savoir sur la recherche d'eau pour se réapprovisionner en rando. Donc là, je me trouve dans un cours d'eau qui est à sec. Voilà, donc il y a des cours d'eau à sec, il faut le savoir, et ça peut arriver parfois, même quand c'est écrit sur les cartes. Mais voilà, si c'est en pointillé sur une carte, il faut prévoir le coup, c'est pour ça toujours assurer au moins un second point d'eau, planifier un second point d'eau pour pas être pris de court. Mais quand c'est à sec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Et on peut parfois, ça c'est un principe, les cours d'eau ne sont pas réguliers en fonction de la nature du sol, de la géologie, si c'est de la roche ou pas, etc. On peut trouver de l'eau soit en remontant en amont ou soit en descendant en aval. Dans les deux sens, c'est possible. C'est pas uniquement en remontant vers la source et puis en imaginant que ça va se dessécher en descendant, ou c'est pas uniquement en descendant en aval en imaginant que ça va collecter plus d'eau de ruissellement. Les deux sont possibles et on trouve des cas particuliers, extrêmes, et c'est le cas ici. Et donc voilà, je vous montre le sol pour vous faire la surprise. Et puis je vous ferai profiter du paysage à la fin. Attention, attention, vous l'entendez. Hop là, on a de l'eau là. On a de l'eau et en l'espace de 2 mètres, 3 mètres, cette eau disparaît et on retrouve du sol complètement sec. Et là, ça descend à sec. Petit cours d'eau descend à sec. En bas, au niveau de la route, il y a de l'eau. Il y a le même débit qu'ici. Donc l'eau disparaît. Voilà, on a une partie de la prairie où l'eau disparaît. Elle part dans le sous-sol, elle circule en sous-sol et elle ressort plus bas. Donc c'est pour ça, parfois dans les collines, dans les zones vallonnées, etc. Et même parfois sur du plat, ça arrive aussi quand il faut un minimum de dénivelé. Mais d'apparence dans les grandes lignes plats, ça peut se produire aussi, ce genre de phénomène, et sur des rivières plus importantes. Et donc, ça, voilà, c'était la première illustration de ce principe vraiment à bien avoir à l'esprit, que l'eau peut apparaître et disparaître sur les cours d'eau. Ça existe et c'est pas un truc, ça reste quand même l'exception, mais pas au point que voilà, on rencontre ça une fois tous les 10 ans. Si vraiment on baroude, c'est un cas qu'on rencontre, et puis de savoir ce principe-là, ça peut aider à trouver de l'eau quand on en a besoin. Second exemple, c'est que cette eau-là, magnifique, on a envie de s'approvisionner. Superbe. On cache un peu la vue, hop, ne regardez pas. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, de l'eau stagnante. Ah, il y a des bulles. Ah, ça fermente. Il y a plein de trucs en surface. Limite, il y a des couleurs d'essence. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Est-ce qu'on peut prendre de l'eau là-dedans? Oui, c'est juste l'eau qui s'écoule ici. Voilà. Donc là, on l'a à toute petite échelle, mais c'est un truc qu'on trouve partout dans la nature. C'est-à-dire que parfois on a un endroit super charmant, super bucolique, où l'eau nous inspire confiance, parce que tout est joli. Et puis en réalité, un peu plus en amont, là on l'a juste 1 mètre en amont, on a des zones où l'eau s'étend comme ça, et où là, en l'occurrence, alors c'est pas très emprunté, mais c'est un passage de véhicule. Passage de véhicule, c'est aussi un passage de bétail, très souvent. Et donc, ça peut être un passage où les vaches vont pisser, les vaches vont chier, etc., ou les moutons, ou je ne sais quoi d'autre. Et puis, ça peut créer, dans des zones comme ça, qui sont un peu plus larges, où l'eau va vraiment se mélanger à la terre et créer une zone de boue, ça peut vraiment créer une zone où l'eau est impropre à la consommation. Et puis, elle finit tout de même par s'écouler. Et puis, si on ne fait pas gaffe et puis qu'on la prélève 20 mètres plus loin, en fait, on prélève l'eau des chiottes, ni plus ni moins. Donc, c'est un truc à prêter attention. Ça, dans le sens là, c'est un truc à prêter attention, que c'est pas parce que c'est joli, qu'il y a un joli débit, etc. C'est des bons signes, mais ça ne garantit pas à 100% que l'eau est saine. Et à l'inverse, on peut dire, ok, voilà, il y a une petite zone de stagnation, le renouvellement de l'eau n'est pas très rapide, et c'est pour ça que ça a le temps de faire des bulles, qu'il y a des trucs un peu, le pollen en surface, et puis il y a peut-être des trucs un peu qui vivent un peu du coup dans la vase, du fait de ce mini barrage. Et finalement, peut-être que si simplement on dégage un peu tout ça en surface, on peut... alors là, j'ai agité un peu la vase dans le fond, mais finalement, peut-être que cette eau qui, de prime abord, semble repoussante, ne l'est pas tant que ça, et qu'on pourrait prélever directement dedans. Et donc, en l'occurrence, en effet, voilà, en repoussant un peu tout ça, et donc, c'est à ça que sert le filtre aussi. Il n'y a pas beaucoup plus de risque ici à prélever de l'eau en plein milieu que l'eau à la sortie, là où elle s'écoule. Donc ça, c'est pour illustrer l'aspect psychologique aussi. Quand c'est des matières organiques type végétale, etc., du pollen, etc., ça peut repousser, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément que l'eau n'est pas propre à la consommation. Maintenant, voilà, il faut toujours analyser traces d'animaux, les couleurs, les odeurs. Évidemment, là, dans des ornières comme ça, on a des parties d'eau stagnantes, où là, il va falloir éviter de prélever. Et de ça, donc là, on a cette partie d'eau stagnante, et puis ensuite, on a un charmant ruisseau très bucolique, avec des petits cailloux, de belles herbes, etc., et puis qui arrive du Talweg, au bord duquel on a envie de faire la sieste avec le gargouillis du ruisseau pour bien dormir, et puis dans lequel on peut se ravitailler sans problème, à moins qu'encore un peu plus haut on ne retrouve la même chose que ça, qui sait. Voilà, donc ça c'est la leçon, hein, tout est potentiellement relatif dans l'approvisionnement en eau. Parfois des cas de figure qui nous inspirent confiance en fait peuvent cacher des pollutions, etc. Et vice versa. Non, pas vice versa. Des pollutions ne cachent pas des eaux saines. Mais voilà, il faut toujours... on est toujours sujet à la subjectivité, quoi. C'est ça la conclusion de cette séquence vidéo que du coup je mettrai probablement en introduction de cette vidéo sur l'eau.